Shalom, nous allons étudier le DAF Kuf Tetzain dans Masachet Bava Metsi'a. Nous reprendrons à la 6e ligne du DAF justement en question Kuf Tetzain. Avant cela, nous dédions cette étude pour la Refoua Shalema, donc pour la guérison d'Olivia Shira Arsa Bat Lea, d'Yitzhak Ben Gracia Simcha et de Shmuel Ben Rachmouna, qu'Hachem leur envoie une Refoua Shalema. Alors, 6e ligne du DAF Kuf Tetzain. Tanya Kevate de Rav Yehuda, on va rapporter une braïta, ou plutôt deux braïtot, à partir desquelles on va déduire que ici les Tanaïm ont l'air de penser plutôt comme Rav Yehuda que comme Ravuna. Rappelez-vous la marloquette Rav Yehuda, Ravuna, c'est à partir de Rechaim Varachev. L'interdiction de prendre en mashkon, en gage, Rechaim Varachev, les deux parties, la pierre inférieure et supérieure de ce qui sert à moudre, des appareils qui servent à moudre. On avait dit que on comptait les deux comme étant deux lavim. Celui qui prend les deux en même temps, il transgresse deux lavim, Rechaim Varachev. La question, c'est est-ce qu'après quand la Torah dit qu'il n'est fait chochovel, car c'est la vie de la personne qu'il est en train d'être rovel, de prendre en mashkon, en gage, est-ce que ça rajoute un troisième interdit ou pas? Selon Ravuna, c'était un troisième interdit. Selon Rav Yehuda, pas du tout. C'était venu élargir le champ d'application de la halakha et nous dire que ça concernait tous les ustensiles qui pouvaient servir à la nourriture et ce qui est vital pour un homme. Et justement, Rav Yehuda qui dit qu'on ne rajoute pas, on va rapporter une braïta. Tandis que va t'aider Rav Yehuda, Chaval Zouk Shel Saparim, celui qui prend en mashkon en gage une paire de ciseaux. La paire de ciseaux, elle aussi, est composée de deux ustensiles. Finalement, ce sont deux couteaux qui sont assemblés l'un à l'autre, avec évidemment un endroit pour mettre les doigts. Mais en tout cas, la partie qui coupe est composée de deux ciseaux faits séparément que l'on associe après. Le tsemet shel parot, ou l'attelage pour les vaches, quand on veut faire labourer un couple d'animaux, de vaches, il faut un attelage. Et dans l'attelage, il y a finalement de quoi attacher les deux animaux. Donc finalement, ce sont des ustensiles qui sont assemblés à partir de deux objets identiques. Chayav shtaim, donc celui qui justement est chovel, ces choses-là qui sont si nécessaires pour la vie de tout un chacun, il est chovel, il est chayav shtaim, donc il transgresse deux interdits. Zeberasmo, zeberasmo, no chayav el achat. Si par contre il ne prend que la moitié du ciseau, que la moitié du tsemesh shel parot, il n'est chayav qu'une fois. Ça pour l'instant, ça ne nous apprend rien par rapport à la marloquette Rav Yehuda Ravuna. Betania Idar, c'est la seconde braïta. Chaval zouk shel saparim et tsemesh shel parot, yachol shelo yechayav el achat. Une autre braïta qui pose la question, quand on vole une paire de ciseaux ou une paire d'attelages pour les bovins, on aurait pu penser qu'on ne transgresse qu'une seule chose. La Torah dit, tu ne prendras pas en gage rechaim varachev, donc les deux pierres de l'outil qui sert à moudre. De la même manière que là-bas, on a deux parties de l'ustensile qui finalement sont associées, deux ustensiles qui sont associés pour faire une seule et même melacha et un seul travail. Chayav al zebifna asmo, et pourtant on est bien chayav sur l'un et l'autre séparément, alors que normalement l'un tout seul ne fait rien. De la même sorte, tous les ustensiles qui sont composés de deux ustensiles séparés, mais qui font un travail ensemble, conjointement, Hayav al zebifna asmo, ve al ze bifne asmo. Et ici, on a l'impression finalement qu'il y a un chiyuv donc pour Rechaim, un chiyuv pour Rachev, pareil pour tous les autres ustensiles, et du coup, dont on apprend justement de Nefesh ou Chovel. Et donc on a l'impression que Nefesh ou Chovel est bien comme ce qu'a dit Rav Yehuda, c'est-à-dire que Nefesh ou Chovel, c'est venu élargir de la même manière que Rechaim, Varachev, c'est deux choses séparées, tous les ustensiles qui sont nécessaires à la vie de quelqu'un et qui sont en deux parties, il y aura à chaque fois Rechaim, Varachev, chaque couteau de la paire de ciseaux, chaque partie de l'attelage double pour les bovins, et donc du coup, ça a l'air d'être plus comme Rav Yehuda et non pas comme Ravuna qui utilise cette partie de la phrase qui n'est pas chochovel pour finalement nous apprendre un troisième lav. La Gemara va nous rapporter une histoire. Haou Gavra de Chaval Sakina de Ashkafta Mechabre. C'est quelqu'un qui a pris en mashkon le couteau de Shrita, donc pour égorger les animaux. Il a pris en mashkon. Atal Kamed Abaye, il est parti voir Abaye, qui lui a dit à Marley, Zil Ahadre, va lui rendre le couteau, d'Avel et Keli Shansim Bo Ochel Nefesh, car c'est un ustensile avec lequel on nourrit les gens, donc c'est Ochel Nefesh, c'est ce qui est nécessaire à la survie. Et Takum Bedina Allah, par contre, tu reviens et au Bedin et tu viens argumenter. Donc en gros, il a refusé ce mashkon-là, il a dit de le rendre. Et il a dit, par contre, tu reviens au Bedin avec des témoins que la personne te doit de l'argent et c'est comme ça que tu pourras continuer ton histoire. Ça, c'est Abaye. Rava Ama, l'autre, c'est Bedina Allah. Il n'a pas besoin d'aller au Bedin avec des témoins. Pourquoi?
Parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, il a l'ustensile, et du coup, il peut, sans témoin, déjà réclamer et récupérer la somme équivalente au gage qu'il a dans la main. Donc on voit ici qu'il n'a pas le droit de garder le gage, parce que c'est un gage qui aurait nefesh. Mais au-delà de ça, à partir du moment où il a une chazaka, comme il pourrait dire que c'est à lui, qu'il l'a acheté, au final, on le croit quand il nous dit que cette somme-là, au moins, on la lui doit, que c'est le mashkon, c'est le gage du prêt, et donc du coup qu'il lui doit au moins cette somme, et donc il peut récupérer cette somme. Donc Marloquet ici Rava Abaye, dans le cas d'un couteau de shrita, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de le prendre en mashkon. Maintenant, une fois que le mashkon a été pris, est-ce que ce mashkon-là sert, non pas de preuve, mais en tout cas de poids pour pouvoir récupérer l'équivalent ou pas? Alors du coup, Rava, on le comprend. On a dit pourquoi Abaye n'est pas d'accord. Abaye, l'Ikla Isvara, quand il ne tient pas cela, pourtant, Abaye et Rava, qui sont les derniers Amoraïm, sont souvent soumis, pas toujours, mais souvent soumis aux premiers Amoraïm. Donc quand on parle de Rav et Shmuel, en général, c'est des avis que l'on respecte plus. Donc du coup, comment c'est possible? Pourtant, Shmuel a dit quelque chose. Maïshna, quelle est la différence avec l'histoire qu'on va rapporter tout de suite de ces boucs et de ces chèvres qui ont consommé de l'orge dans la ville de Nardéa? Vatamara de Chouchla, Betafasleo. Est venu le propriétaire de l'orge, donc quelqu'un avait entreposé son orge dehors, les bêtes de son prochain sont venues les consommer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a pris les animaux en gage. Et Katarin Touva, et il demandait une grande somme. Abou Shmuel, c'est le père de Shmuel Mechila qui a dit il peut réclamer sans preuve jusqu'à la hauteur de la valeur des bêtes qu'il a prises. Donc on voit bien que lorsque l'on a un mashkon, on est mourzak, on est considéré comme étant fort, comme si on était propriétaire, donc on peut demander cette somme-là. Donc du coup, on comprend Rava, mais pourquoi Abaye n'a pas dit cela? La personne qui a pris le mashkon, il en va rendre le couteau de shrita parce que c'est au nefesh. Simplement, tu n'es pas obligé de revenir avec des témoins puisque finalement tu es déjà mourzak. Réponse de la Gemara pour Abaye, Atam, la midé de Avda, le Ushule, le Goreo. La Gemara dans Tirous, elle dit, ça dépend. Est-ce que le mashkon, le gage, est quelque chose qui est habituellement prêté ou loué ou pas? Là-bas, dans le cas des animaux, c'est jamais loué, c'est jamais prêté. Et donc du coup, quand la personne a les chèvres, on n'a aucune crainte que ce soit quelqu'un à qui on a prêté ou à qui on a loué les chèvres et qui nous mente en disant que c'était le gage qu'il a pris du prêt. Mais par contre, un objet comme un couteau, chez nous ici, il est David de Choulé Logréo, un couteau, ça se prête, ça se loue. Les Shala Ravuna Baravin, comme il a dit Ravuna Baravin, Varim Asouim Yashil ou Laskir, les choses qui sont habituellement prêtées et louées, Vamal et Beadi, et celui qui l'a dans la main dit c'est à moi, je les ai achetés, et non Neyman. Donc, ce qu'on apprend de la de Ravuna Baravin, c'est qu'il n'y a pas de principe de chazaka sur des objets qui sont habituellement prêtés et loués. On ne peut pas dire, comme c'est chez moi, c'est la preuve que c'est à moi, puisque il y a une présomption que la chose a pu être prêtée. Lorsque par contre on a affaire aux animaux, présomption que ça n'a pas été prêté ni loué, et donc quand la personne les a, elle peut dire je les ai achetés, et donc du coup il est cru en disant non, je ne les ai pas achetés, mais simplement j'ai prêté de l'argent et je les ai pris en gage. Alors du coup, cette réponse est tellement bonne qu'on se pose la question sur Rava. Rava finalement, c'est vrai. Pourquoi Rava n'a pas pensé à cela? Pourquoi Rava a dit à la personne, écoute, tu rends le couteau, mais tu n'as pas besoin d'apporter des témoins sur la dette qu'il te doit, parce que ayant le couteau, tu es cru qu'il te doit l'argent, la valeur du couteau. Alors qu'on a vu à l'instant que sur la Ravuna Baravin, a priori, on ne peut pas être cru quand on a un objet qui a l'habitude d'être prêté ou loué. Mais Rava dit là, Isvara, quand Rava n'est pas d'accord avec cela, et là, Rava applique Zuga de Sarbella, et Sifra de Agata, Miyatme. Pourtant, on rapporte une histoire justement où Rava lui-même, il y avait là aussi il y avait des misparaim, des couteaux, des ciseaux, une paire de ciseaux, et Sifra d'Agata, des livres sur l'Agado de Chachamim, Miyatme, il les a fait sortir de la propriété des Yotodomim, c'était des héritiers, donc des orphelins, Bidvarim Asoim Lash Ilou Laskir, justement parce que c'était des choses qui étaient habituellement prêtées ou empruntées, et donc du coup la personne a pu dire voilà, je les avais prêtées, et du coup on voit ici que Rava est d'accord avec cette logique, que lorsque quelqu'un a un objet, il est probable ou possible en tout cas que l'objet ait été prêté ou loué. Que va dire Rava? Amar lecha Rava, Haïna Mikevan, Mi Pagma,
Kabde Inche Velo Mouchle. Ici, c'est un couteau particulier, c'est un couteau de Shrita, et on le voit plusieurs reprises dans la Gemara. Les couteaux de Shrita, en général, les gens étaient makpid, on avait peur que ça s'abîme, parce que très vite, le couteau peut ne pas être caché après pour la Shrita. Et donc, du coup, ici, c'est particulier, comme c'est délicat, les gens ne se le prêtent pas et évitent de le louer. Donc, finalement, ce serait ça la marloquette entre Abaye et Rava. Si tout le monde serait d'accord qu'il y a des ustensiles qui se louent, d'autres qui ne se louent pas, c'est le couteau de Shrita. Est-ce qu'il se loue ou est-ce qu'il ne se loue pas? Et Nafkamina, du coup, si il ne se loue pas, comme a dit Rava, la personne peut très bien dire, tu vois bien que comme j'ai dans la main et ça ne peut pas être un cas où on me l'a prêté ou loué, forcément je pourrais te dire que je l'ai acheté, et donc crois-moi quand je dis qu'on doit cet argent, et donc il n'y aurait pas besoin de témoin. Selon Abaye, ça fait partie des ustensiles que l'on prête, et donc du coup, le fait qu'il l'ait dans la main n'est pas une preuve de quoi que ce soit, et donc du coup, on lui dit de rendre ce que c'est au Chen Nefesh, et au passage, de revenir avec des témoins. Adranalach, Hamekabel, nous avons terminé le Perek avec Abel. Au prochain, nous commençons le Perek numéro 10, qui parle d'Abaïd Va'alia Shel Shnaim. Ici, on parle d'une maison sur 2 niveaux. Et ici, le premier niveau, le rez-de-chaussée appartient à une personne, et le premier étage appartient à une autre, même si à la base, en général, c'était souvent appartenant à une personne, mais le haut a été vendu. Abaïd Va'alia Shel Shnaim, chez Naflou. Si les pierres sont tombées, on doit partager les pierres, puisque les pierres appartiennent aux deux. La question, c'est qui prend quelle pierre? Alors, Shneim Cholkim Be'atim ou Bavanim ou Be'afa. Les deux partagent de manière équitable les bois des poutres et de tout ce qui était dans la construction, Avanim les pierres, Be'afa, tout, même la poussière, tout finalement, tout ce qui est là-bas, la terre, tout ce qui provient de la maison est partagé. Veroim Elu Avanim Asuyot Leishtaver. Après, on nous dit que dans certains cas, on regarde quelles sont les pierres qui étaient qui se sont cassées, est-ce que ce sont celles d'en haut, celles d'en bas. Si on arrive à déterminer, on va partager différemment, on va donner à ceux qui sont en haut ces pierres, ceux qui ont en bas les siennes. Les Mayachad Mehen Makir Miksat Avana, autre cas, dans le cas où un des deux reconnaît ces pierres, notre l'un il les prend. Et ça lui sera décompté du Cheshbon. Normalement, on prend 50-50. Imaginons qu'on ait donc 200 pierres, chacun en prendra 100. S'il reconnaît une partie de ces pierres qu'il prendra vont lui enlever. S'il en reconnaît 20, il prend les 20, mais il ne prendra après que 80. On ne partagera pas le reste de manière équitable, ce qui est logique. Puisque à la base, il y a la moitié des pierres et du matériel pour l'un et pour l'autre. On regarde la fin de la Mishnah. C'est marqué à la fin de la Mishnah. On regarde quelles sont les pierres qui se sont cassées, celle du haut, celle du dessus. La dit de là, tu vois que l'on peut le déterminer. Quelle est la partie qui s'est cassée? Alors, on arrive à savoir si finalement c'est les pierres du haut qui ont eu tendance à appuyer sur les pierres du bas et à écraser les pierres du bas, ou finalement peut-être que ça a été un coup de vent ou un coup qui a été donné à la maison de manière latérale. Et à ce moment-là, la maison est tombée, les pierres ne se cassent pas de la même manière. L'agma dit, si c'est cela. Comment expliquer le premier cas? On a dit que l'on partage. On a dit 2 cas. Premier cas, on partage de manière équitable. Second cas, on regarde qui a cassé quoi, quelle est la partie de la maison qui a fait tomber l'autre, et en fonction de ça, on sait quelles sont les pierres d'en haut, pierres d'en bas, et on partage. Elle m'a dit, mais tu vois bien qu'à un moment donné, on est capable de déterminer pourquoi on l'a pas fait dès le départ. Nirze, on n'a qu'à regarder, si c'est Bechavata, que justement ça a été cassé par un coup de vent ou par un coup, à ce moment-là, c'est les pierres du dessus qui ont été cassées. Et donc, du coup, celui qui est au-dessus prendra les pierres cassées. Si par contre, c'est les pierres du dessus qui ont écrasé celles d'en dessous, à ce moment-là, Tataya Idvur, c'est les pierres du bas qui devraient être fissurées, cassées, et à un moment donné, ça provoquait l'effondrement de la maison. Et donc, l'agma dit, tu vois bien qu'on peut vérifier. L'agma dit, l'autre sricha. La fille Bélélia. Non, l'agma dit, c'est un cas où c'est tombé pendant la nuit. On dit, ok, très bien. Alors, même et le matin, t'as qu'à regarder le matin, parce qu'effectivement, une maison qui s'effondre sur elle-même, parce que les fondations ne sont pas assez solides, elle a tendance à tomber sur elle-même, et une maison qui tombe avec un coup de vent ou aucun coup, a tendance à tomber sur le côté. Donc, on n'a qu'à regarder où sont les pierres. En fonction de cela, on saura ce qui s'est passé. En fonction de ce qui est passé, on saura qui prendra les pierres cassées, qui prendra les pierres entières. La Gemara dit des paninous. Non, c'est un cas où on a déplacé les pierres au petit matin. Man paninhu, on n'a qu'à demander à celui qui a ramassé les pierres comment étaient finalement disposées les pierres. On dit des paninhu benereshu tarabim, non, c'est des gens qu'on ne connaît pas de la rue qui sont venus aider et qui sont
partie. Et donc du coup, ce qui est un cas classique, une maison qui s'effondre, tout de suite on ameute tout le monde pour essayer de récupérer les pierres, on récupère les gens ou les objets qu'il y a sous les décombres, et à la fin on se retrouve à avoir tout déplacé, on n'est pas capable de savoir finalement comment les pierres étaient posées. La Gemara dit attends, on a une autre solution, mais l'irze, vershut, deman yadvan, mais leveidach, amotzi mechavero, à la veraya. On n'a qu'à regarder dans quel domaine c'est, puisque à l'extérieur de la maison, chacun aussi a sa petite cour, son petit endroit. On n'a qu'à regarder là où sont les pierres. La Gemara dit l'otzricha, diadvan bechatzer de tavayou. La Gemara dit soit c'est un cas où la cour est commune, et donc du coup il n'y a pas de possibilité. Inami vershut arabim. Ou sinon, dès que ça s'est effondré directement dans le domaine public, si la maison donne directement sur le domaine public, il va itema, ou autre réponse, dans tous les cas, il n'y a pas de raison, parce que la chazaka, c'est quoi l'idée de la chazaka? C'est si c'est chez moi et que tu as laissé les pierres chez moi, ça veut dire que. Là ici, shutafin, bechai gavna, lokavde anane, les shutafin, les associés qui habitent dans la même maison ou dans la même cour, n'ont pas tendance à être makpid si l'un met les pierres de ces pierres chez lui. C'est-à-dire que même si, une fois que les pierres sont tombées, on a ramassé et on a mis les pierres de l'un dans un endroit, d'autres pierres chez l'autre, le fait que chacun laisse des pierres aller chez l'autre ne veut pas dire qu'il est en train de laisser la personne prendre Khazaka, puisqu'ils sont associés, ils ne sont pas makpidim l'un sur l'autre. On reprend la suite de la Mishnah qui disait Imaya Echad Makir. Si l'un des deux reconnaît ses pierres, il les prend. On a dit qu'on a par exemple 200 pierres. Il en reconnaît 20. Il prend les 20 et ça va lui compter. Ça va être décompté dans justement les 100 qu'il aurait dû prendre. Valamator. Et maintenant la Gemara dit qu'argumente l'autre. Lui dit les 20 sont à moi. L'autre dit quoi? Si le type est d'accord, bah pshita, c'est évident. Et il a in. Et s'il n'a pas dit oui, la manotel, pourquoi il prendrait? La Gemara dit il a des amalé et ni odéa. L'autre dit je ne sais pas. Donc il argumente ces 20 là sont à moi. L'autre il dit ni oui ni non, il dit je ne sais pas. Et donc du coup il les prend. Ah, ça a l'air d'être que quelqu'un quand il demande quelque chose et que l'autre ne sait pas, c'est celui qui est certain qui gagne. Donc à ce moment-là, Bari Schéma, c'est une marque qu'on a vu récemment et qu'on a vu évidemment dans tout vote. Bari Shema, c'est Bari Karadif. Les Mateveti Uftade Rav Nachman, c'est là d'être contre Rav Nachman. Dites-moi, quand il a été dit à ce sujet, Maneli Viadra, celui qui dit tu me dois maner. Va là envers Enyoder, l'autre dit je ne sais pas. Ravuna Rav Yuda Amre Chayav, deux premiers avis, Ravuna Rav Yuda qui dit effectivement, il est Chayav, il doit payer, parce que l'autre sait ce qu'il dit et lui ne sait pas. Rav Nachman vers Rabbi Yochanan, et là c'est Rav Nachman qui est intéressant. Amre Pato, ils disent les deux qu'il est Pato. Et donc du coup, Bari Veshema, Bari n'est pas radif. Et donc pourquoi ici, quand il y en a un qui dit je reconnais les pierres et que l'autre dit je ne sais pas, pourquoi on lui donne les pierres? Rav Nachman, on va donner la même réponse que Rav Nachman dit lorsqu'il a des objections contre lui. Quand est-ce que, quand on a un Bari Veshema, celui qui est Shema, c'est-à-dire qui ne dit je ne sais pas, il paye, comment Rav Nachman peut le tolérer? C'est dans un cas où il est chayav de jurer. Il a l'obligation de jurer. On a un principe que tout celui qui doit jurer et qui ne peut pas jurer parce qu'il ne sait pas, il paye. Hanami Kegon chez Esek Shua Benelo aussi, comme avait dit Rav Nachman par ailleurs, on dira que c'est un cas où il y avait une Shua. Exemple, Echidame, Esek Shua, Kederava, comme a dit Ravadama Rava, Manele Biatra. Tu me dois 100. Alors l'autre dit En Echabiadi et la Chamishim. L'autre dit non, je ne te dois que 50. Donc sur une partie j'avoue. Comme j'avoue sur une partie, l'autre partie devient Chayav Shua, je dois jurer sur l'autre. VHR, et lui qu'est-ce qu'il dit? Et le reste, je ne sais pas. Enyodea. Mitor, chez Noyachol Lishava, Yeshalem. Comme il ne peut pas jurer, il paiera. Là, chez nous, ce sera pareil. La personne dit ces 20-là sont à moi. Sur une partie, il dit oui. Sur l'autre, il dit je ne sais pas. Comme il doit jurer, comme il dit non, je ne sais pas, à ce moment-là, il est bloqué et il doit payer, puisque ici, il y a un chiyuv de jurer. Et quand on ne peut pas jurer, on finit par payer. Donc, c'est pas parce qu'il y a Bari Veshema. C'est parce qu'il y en a un qui doit jurer et qui ne peut pas jurer, et c'est pour ça qu'il paye, non pas Mishum, Bari, Beshema, donc c'est pas une contradiction à ce qu'a dit Rav Nachman. On a dit du coup que lorsqu'il en trouve une partie, qui dit elles sont à moi, on dit vers l'autre le Cheshbon, il les prend, mais ça lui, on lui fait le décompte par rapport à ce qu'il aurait dû prendre. Maintenant, Rava propose. Ça va, Rava les Meima, les filles Cheshbon, Shvurot. Lui, il a pensé au départ, dire qu'on lui compte parmi les pierres mauvaises. C'est-à-dire que, on va dire qu'il y a la moitié de pierres bonnes, la moitié de pierres mauvaise. C'est-à-dire que chacun doit prendre finalement la moitié. Donc si on a dit on a 200, sur les 200, chacun prendra 100 pierres. Et sur les 100 pierres, il prendra la moitié de bonnes et la moitié
de mauvaise, puisqu'on est dans un cas où on ne sait pas exactement comment la maison est tombée. On a dit qu'on a tout bougé au petit matin, donc on ne sait pas. Et maintenant, la partie qu'il a pris, il a reconnu des pierres qui sont peut-être belles, entières. Quand on lui enlève du compte, est-ce qu'on lui enlève de la partie des bonnes pierres qu'il aurait dû prendre ou de la partie mauvaise? Alors, Rabat dit de la partie mauvaise. Ce qui veut dire qu'il est gagnant au final. Puisque la partie bonne, il aura toujours. Il aura toujours 50% des bonnes pierres. Et sur les 50% des mauvaises pierres, il les a remplacées par des pierres qu'il a choisies. Alma, Kevan de Amar Eniodea, Riad fait. Alors du coup, si on dit ça, ça veut dire que celui qui est en face et qui a dit je ne sais pas, il est perdant. Parce qu'en disant je ne sais pas, finalement il va perdre une partie puisque ces 20-là partiront pour le bonhomme. Lui, il récupérera une plus grande part de pierres mauvaises cassées. Amalé Abaya Beidi Adraba. Riad fait. Non, Abeidi, non, c'est l'inverse. C'est lui, celui qui argumente, qui a un argument qui est plus faible. Pourquoi? Idane Yada, Tfelo Yada, tout lit leve, Idar Kulhu, de Yarninu. Puisqu'il dit ça à son témoin, ça donne l'impression qu'il connaît ses pierres. Et s'il connaît ses pierres et qu'il n'en reconnaît que 20, c'est peut-être que le reste entier, justement, ne lui appartient pas. Et donc, du coup, il a une faiblesse par rapport à l'autre. Et là, Marabaya Baye propose, du coup, les filles Cheshbon Shlemo. Non, au contraire, on lui enlève des bonnes pierres. On lui enlève, donc ce qu'il a pris, ça lui sera décompté par rapport au nombre de bonnes pierres qu'il aurait dû récupérer. Donc, on m'a dit, Iachi, Maï, Kamehanele. Alors, on m'a dit, si c'est ça, pourquoi il a parlé le bonhomme? On a dit que quand il dit, c'est mes pierres, il peut les prendre. A priori, c'est quelqu'un qui est censé profiter de la situation. Alors, il ne peut pas faire perdre l'autre parce que l'autre n'a fait que dire Eniodea. Alors, il m'a dit, les Malbena, Revacha, il gagne que si les pierres sont plus grosses, il récupère ces pierres-là. Il a mis Tina des Maravda, si elles sont faites avec un certain matériau particulier, il récupère. Donc ici, c'est pas au niveau du fait qu'elles soient cassées ou pas cassées. Au contraire, sur là-bas, il récupère, il sera décompté par rapport aux pierres cassées. Simplement, au niveau de la forme, au niveau de la taille, il gagne à récupérer finalement ses propres pierres. Nouvelle Mishnah, Abaïd Valia, ici aussi la maison et donc le rez-de-chaussée Mechila plutôt, et le premier étage. Alors ici, on ne dit plus qu'ils sont les Shnaïm, qu'ils appartiennent à deux personnes. Parce qu'ici, on verra par la suite que ça appartient à une seule personne. Simplement, le propriétaire habite au rez-de-chaussée, le locataire habite au premier étage. Et la question, c'est est-ce que lorsque le premier étage s'effondre, le propriétaire est contraint de faire habiter son locataire dans l'appartement du dessous? Est-ce que finalement, dans la location de cette maison, même s'il ne louait que la partie supérieure, est-ce qu'il lui a plus ou moins loué la maison de telle sorte à ce qu'il puisse y habiter? Si possible là-haut, sinon en bas. Ça va être ça le sujet de l'Agmara. Vaïdalia. Il ferait Alia si le premier étage s'est effondré. Ben Balabait, Rotzel et Taken et le propriétaire ne veut pas réparer. Rebala Alia, Yored Vedal et Mata. Le locataire peut descendre et habiter dans l'appartement du dessous. Achetakenlo est Alia jusqu'à ce que l'autre lui répare. Rabbi Yossé n'est pas d'accord. Omer, Yatarton Notentatikra Varion et Maraziva. Celui qui habite en bas, donc le propriétaire, donne tout ce qui est poutre et fondation. Et celui qui est au-dessus du locataire paye la marziva, paye la boue, le ciment, tout ce qui sert justement à construire. Maintenant, Nifreta Bechama, la question dans l'Agmara, c'est à partir de quelle destruction justement de l'étage on estime que la personne justement doit réclamer au propriétaire de payer ou sinon il habite chez lui. Ravamar Beruba, lui dit suffit que le sol du premier étage soit abîmé dans sa globalité. Shmuel non, lui dit Be'arba, il suffit qu'il y ait 4 amotes sur 4 fachim, 4 fachim, donc c'est vraiment pas grand chose. Donc du coup la Gemara va expliquer pourquoi. Rav Amar Beruba, Rav il dit non, il faut qu'il remet la majorité. Pourquoi? Aval Barbalo, Adam da Chetzio les mata, Vechetzio les marla. Lui dit qu'une personne habite moitié en haut, moitié en bas. C'est-à-dire que quand on loue à une personne, finalement, on peut lui dire, écoute, tu habites en haut, tu habites en bas. Et donc, du coup, tant que le haut est finalement habitable, puisque tant qu'il n'y a pas la majorité, ça reste habitable, finalement, on peut très bien lui dire, non, tu restes en haut. Si tu as besoin de faire des choses en bas, tu peux descendre. Shmuel Amar, Be'arva'a, Enadama, Chetzio, Lemata, Vechetzio, Lemala. Et Shmuel nous dit justement que à partir de Arva'a, on oblige la personne à l'héberger. Pourquoi? Parce qu'une personne, elle n'a pas l'habitude d'habiter sur 2 étages.
Et donc on lui a dit, on lui a loué un appartement à partir du moment où le sol sur 4 fachim est inexistant, il y a un trou de 4 fachim dans le sol, il ne peut plus habiter dans le seul endroit où il doit habiter, puisque lui il a prévu d'habiter sur un niveau, on ne lui demande pas d'habiter sur 2 niveaux, et donc du coup, à partir de 4 fachim justement de trous dans le sol, on lui permet de descendre. Mais quel est le cas? Il démarre aliazo asda, déjà au niveau du contrat. S'il lui a dit, je te prête ce premier étage, ce niveau, à ce moment-là, asda, c'est fini. Il lui a dit, je te prête ce niveau-là, ce niveau a disparu, puisque il s'est effondré, ben c'est fini, à ce moment-là, il n'y a pas de discussion. Et là, Damarle, aliasta, non, c'est un cas où il a dit, je te prête un appartement. Et ici, qui est l'appartement qui en l'occurrence c'est l'étage. Logale, acharite, la manière, si c'est ça, s'il lui dit, je te prête un appartement en premier étage, il est obligé de lui fournir un appartement. Et donc, si on a un, tant mieux. Si on n'a pas, il est obligé de le construire. Donc, quand la Mishnah nous dit que, justement, la personne descend et jusqu'à ce que l'autre répare, la Gemara dit quel est le cas? Amarava, l'autre richa. Damale ali azoshani maskelach, qui salka, salik bada, kinachit, chut bahada. La Gemara nous dit dans un cas où il lui a dit, je te loue le premier étage. Et si tu peux, tu y montes. Sinon, s'il y a un problème, tu descends en bas. Bon, la Gemara dit, mais si c'est ça, le contrat est clair. Il n'y a pas de question. Donc, quel est le de Michel nous dire que tu sais, quand en haut c'est cassé, il descend? La Gemara dit, Yachi, non, il est même c'est trop évident. La Gemara dit, là, Maravashi, Damale aliazo, Sha'agabe vaidze, animaskalecha. Non, là c'est un cas un peu particulier. Il lui dit, en fait, je te loue cet étage qui est au-dessus de la maison. La maison, c'est le premier étage. Je te loue cet étage qui est au-dessus du rez-de-chaussée. Ça veut dire quoi? Le fait d'avoir lié l'existence du premier étage au rez-de-chaussée, c'est une manière de dire que finalement, il faudra qu'il fasse tout pour qu'il y ait l'un ou l'autre. Kihad amaravin, baravada, amaravitzrak, comme a dit là-bas Ravitzrak, maase bechad shamal chavero, c'est l'histoire d'un type qui a dit à son ami, Dalet, chez al gabe parsek, zanimo chalecha. Je te vends cette vigne qui, alors souvent la vigne on la faisait se reposer soit sur un mur, soit sur un arbre. Ici c'est l'arbre de la farsec. Donc c'est un arbre, on prend la vigne et on la fait se reposer sur un arbre. Vénéaka à farsec. L'arbre finalement a été déraciné. Bama selifne Rabbi Chia, on est parti voir Rabbi Chia. Il a dit Chayavatale amido parsec. Tu dois lui remettre un autre arbre. Kozman shadalit kayemet, tant qu'il y a la vigne. Donc en fait tu l'as vendu une vigne. Mais comme tu l'as vendu la vigne qui était sur un arbre, lui, il a payé pour avoir soit la vigne sur un arbre, soit l'arbre. Donc du coup, tu es obligé ici de remettre l'arbre. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend que quand on définit quelque chose par rapport à une autre, l'existence de l'autre fait partie des conditions du contrat. Et donc quand il lui a dit, je te loue cet étage qui est sur le premier étage, c'est à la condition que justement les deux soient existants. Et donc à partir du moment où la personne ne peut plus habiter là-haut, il s'est engagé à lui laisser l'appartement du rez-de-chaussée. C'est ce qu'on apprend justement de cet apprend. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans le DAF d'aujourd'hui. Alors, on a vu que on avait une braïta qui confirmait Rav Yehuda qui pense que lorsque l'on a quelqu'un qui prend en gage l'outil pour moudre, il n'est chayav que par rapport aux deux outils, mais pas chayav par rapport à qui n'est fait chochovel. Ravuna disait que oui, mais Rav Yehuda disait que non, et a priori, les braïtot ont l'air d'aller dans le sens de Rav Yehuda. Après, on a vu que dans un mashkon, on a des cas intéressants, celui qui a un mashkon dans les mains, même s'il doit le rendre, mais qu'il a un mashkon, à partir du moment où c'est un objet qui n'a pas l'habitude d'être prêté ou loué, on part du principe que ça ne devrait pas être dans sa main. Donc si c'est dans sa main, on le croit quand il dit que c'est un gage, et du coup, il peut récupérer la somme sans témoin à hauteur de la valeur du mashkon. Mais tout le monde sera d'accord que si l'objet a l'habitude d'être prêté ou loué, il n'y a aucune preuve. Et du coup, la question là-bas sur le couteau de Shrita, est-ce que ça a l'habitude d'être loué ou d'être prêté ou pas? Donc c'était vraiment une marloquette assez restreinte entre Rava et Abaye. On a vu après que lorsque l'on avait deux personnes, deux propriétaires, un du rez-de-chaussée, un de l'étage, et que la maison tombait, on regarde l'emplacement des pierres. Si les pierres sont tombées sur le côté, ça veut dire que c'est un coup de vent. Et donc du coup, en général, c'est les pierres du dessus qui se sont cassées. Et donc on donne les pierres cassées à celui qui est en haut et inversement. Par contre, si la maison s'est effondrée sur elle-même et que les pierres sont toutes au centre, ça veut dire que c'est les fondations qui n'ont pas tenu par rapport aux pierres supérieures. Et donc c'est les pierres en dessous qui sont cassées, qu'on donnera à celui qui est en dessous, et les pierres intactes
qui sont appartenant à celle du dessus. Maintenant, si c'est tombé et que rapidement on a déblayé et qu'on a enlevé les pierres et qu'on ne sait plus finalement comment les pierres étaient disposées et donc comment la maison est tombée et donc à qui appartiennent les pierres, à ce moment-là, on partage de manière équitable. On avait vu que si il y a un des deux qui reconnaît quand même une partie de ces pierres, il peut les prendre. Il peut les prendre, simplement, il ne va pas y gagner autrement qu'il va prendre les pierres qui ont la forme et qui ont la matière qui étaient les siennes. Mais sinon, au niveau qualité, on lui retranchera par rapport à la part de bonnes pierres qu'il devait justement prendre. C'est ça qu'on a vu en Lod Minach Heshbon. Après, on a vu une Mishnah qui nous disait que lorsque l'on avait un propriétaire qui était donc propriétaire et qui habitait au rez-de-chaussée, et que l'autre, le locataire, habite au premier étage, si le sol du premier étage s'est abîmé, encore une fois là si on a une marloquette, Rav et Shmuel, est-ce qu'il suffit qu'il y ait 4 tfachim sur 4 tfachim qui soient enlevés du sol, ou selon Rav il faut la majorité? Ici, dans ces cas-là, on laisse le locataire descendre chez le propriétaire et le contraindre de l'y laisser y habiter. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que qu'est-ce qui faisait qu'on avait ce droit? C'est parce que la personne lui avait dit, je te loue le premier étage qui est au-dessus du rez-de-chaussée, et finalement, c'est une manière de lier l'un à l'autre, comme si finalement, si tu n'as pas de possibilité d'habiter dans le premier étage, je te laisse le rez-de-chaussée, comme on l'a vu par rapport à un art, même si là-bas c'était pas une location, c'était une vente, et là-bas, le chiyuv est encore une fois de faire en sorte que l'un et l'autre finalement soient existants pour que le contrat